Qui veut du marketing, j'en ai plein à donner. Vu que c'est mon truc chéri, je vais tout marketer. Les slogans et les pubs, ça plane dans ma tête. Toi je peux pas rester sobre, faut que je fasse du bruit, ouais. Qui veut du marketing, j'en ai plein à donner. Prêt à tout pour briller, rien que pour marketer. Hello, bienvenue sur Futur Proche, le podcast des leaders marketing qui débattent du futur du marketing, qu'ils façonnent un petit peu aussi à leur façon. Je suis Dominique Trémouille, CMO part-time, cofondateur de Futur Proche et le host de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle beaucoup en public, qui peut un peu faire flipper tout le monde en privé, même si beaucoup de gens l'admettent pas. C'est le SEO, son évolution récente, actuelle, prochaine. On va aborder tout ça. Le trafic organique, c'est hyper important, surtout depuis 10-15 ans. C'est vraiment une pierre angulaire d'à peu près toutes les business et toutes les boîtes. On a tous et toutes investi beaucoup de temps, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour certains. Et les évolutions récentes viennent un peu rechallenger tout ça. Si on fait le point en 2025, ChatGPT qui grignote des parts de marché, enfin OpenAI qui grignote des parts de marché sur Google, jusque sur les browsers, Anthropic, Perplexity en embuscade, les AI Overviews, enfin voilà, des tonnes de trucs qui se passent quasiment tous les mois. Du coup, c'est vrai qu'on se pose tous la question, le SEO est-il mort pour la 28e fois depuis 25 ans à peu près? Mais on a tous en tout cas une petite voix dans la tête qui se dit « Je vois quand même que mon trafic organique ne performe plus comme avant » et je pense que ça c'est une réalité à peu près partagée par tout le monde. Et du coup, on va devoir parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le GEO, Generative Engine Optimization. On va voir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire quelque chose? On va en reparler. Personne ne sait vraiment ce que c'est complètement aussi, mais on va quand même essayer de défricher ça. Et pour ça, vu qu'on est un petit peu dans le brouillard, on a voulu faire cet épisode. Et pour ça, je suis accompagné par 3 experts, chacun avec un rôle très, très spécifique ils vont nous permettre un peu d'éclairer tout ça. Edouard Roth, CMO part-time, expert acquisition, ex-Conto. Aujourd'hui, tu es chez Captain Contrat. Salut Edouard. Salut. Valentine Chelus, tu es Organic Growth Manager chez Alan depuis peu et anciennement Head of Market chez Fleet. Et tu es aussi une grande connaisseuse de Dust. Salut Valentine. Bonjour. Et puis Alexandre Courbin, CMO de l'agence Eskimos, que je ne présente plus quand on parle de SEO, qui est passé par Malte aussi notamment. Salut Alexandre. Salut Dominique. Voilà, tous les 4, on va vraiment parler de ce qui se passe. C'est quoi cette évolution, ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on observe de manière très concrète. On va essayer de mettre un peu le bullshit de côté et d'aller se dire les vraies choses. Oui, en vrai, le SEO est pas forcément mort, mais il ressemble plus trop à ce qu'il était il y a 18 ou 24 mois et il faut pas faire l'autruche. Ça va être un épisode un peu dense, un peu technique. On va essayer de le rendre actionnable. Ok, c'est parti. Le premier point, en fait, que je voulais aborder, c'est un point assez évident. C'est qu'il se passe quoi, en fait, dans le secteur du SEO, de l'organique de manière large, du search, on peut prendre les angles un tout petit peu différents comme on veut. Je crois qu'on s'est tous beaucoup dit jusqu'à 2024, 2025, Google va rester Google. Bon, je pense que ça reste compliqué de se dire ça complètement maintenant, même si personne ne voit vraiment ce qui se passe dans l'avenir. En tout cas, on voit que le trafic organique, il est challengé aujourd'hui. Les évolutions des moteurs de recherche type Google, notamment avec ses AI Overview, rebattent un peu les cartes. L'usage des LLM et des IA génératives pour le search vient aussi reposer les questions. Donc, je sais pas, je voulais vous poser une première question un peu globale, mais peut-être, Alexandre, c'est peut-être toi qui auras une vision un peu macro aussi de ce truc-là, mais qu'est-ce qui se passe en fait concrètement sur le terrain? À quoi on assiste en termes d'évolution, de renversement ou pas d'ailleurs? Alors, qu'est-ce qui se passe? On prédit la mort du SEO. Comme tu l'as dit, c'est certainement la 28e fois en 25 ans que l'on vient nous parler de ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché? J'ai l'impression que tout le monde se rend compte qu'il y a quand même une modification assez profonde des comportements de recherche et de la manière dont on va chercher l'info en ligne. Et pour ça, il y a vraiment eu le moment de ChatGPT et l'émergence des différents moteurs LLM qui font que, en tout cas moi, à titre personnel, je l'ai vécu et je le vois sur le marché, on a tous l'impression, quand on utilise ces outils, de se dire « Waouh, ok, il y a vraiment un changement, quelque chose de fou qu'on n'avait pas vu auparavant ». Donc dans les chiffres, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que ChatGPT, en 3 ans d'existence, a 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, pour ne parler que de lui. Donc ça veut dire quand même une personne sur 10 sur Terre utilise régulièrement ChatGPT, que ce soit pour chercher de l'information, pour comparer des produits, pour organiser ses prochaines vacances, pour comparer des prestataires. Donc pour moi, déjà, tout ce shift sur le marché, il part du changement profond des usages et de la rapidité d'adoption d'une nouvelle technologie qui est assez impressionnante.
La conséquence pour les marketeurs comme nous, c'est de se dire, OK, bah, qu'est-ce que ça signifie au niveau de ma stratégie? Et Mmh. donc, c'est aussi pour ça que d'un côté, on voit un usage déjà de Google qui est en train d'évoluer, l'arrivée des AI Overviews que tu as mentionné, et le fait qu'on va avoir de plus en plus un accès à l'information qui va se transformer et moins de clics, moins de trafic. Donc ça, déjà, c'est un premier signal d'alerte sur le marché. Et la deuxième chose, c'est l'émergence de cette fameuse discipline qu'on voit passer à tous les niveaux, le GEO, donc l'optimisation du référencement et de la visibilité sur les moteurs LLM. Et ça, pour le coup, on va beaucoup en parler, je pense, pendant l'épisode. À peu près tous les clients qui viennent nous voir aujourd'hui chez Eskimos se posent des questions sur le GEO. Ouais, mais Et donc, personne ne justement, sait ces ce que c'est. questions, Alors, c'est on va en reparler après, mais hmm, je pense que chacun a plus ou moins sa définition. Lié à ça, Valentine, ce que disait Alexandre, toi, vu que c'est des éléments que tu as mis en place, tu as déployés, sur lesquels tu as pas mal travaillé, tu as vu ce basculement? Est-ce que tu as observé ou pas d'une manière très concrète, très terrain, un changement dans les usages de ce côté-là? Oui, 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 j'apporterai une petite, nuance, peut-être, rentrer un peu plus déjà dans la spécificité du trafic qui est touché. Ayant une expertise plutôt B2B, ben, on a une partie de trafic informationnel et une partie de trafic commercial, bon, comme beaucoup de sites. Mais, la baisse qu'on constate, elle est avant tout sur du trafic informationnel. Donc le premier truc à voir, c'est déjà voir si le business est impacté par cette perte de trafic. Souvent, d'un point de vue macro, on se dit: «Oh là là, on a perdu, X de trafic organique». Mais est-ce qu'il y a une répercussion sur le business? Bah, faut aller voir et comme ça peut permettre de calmer un peu aussi peut-être des warnings qui peuvent s'allumer, plus haut, d'un point de vue, direction. Donc On démine ouais. directement le mais oui, truc. oui, parce que c'est une baisse de trafic, oui, mais de quel trafic on parle? Si c'est du trafic informationnel, bah, il l'argent peut continuer à rentrer, par ailleurs. Mais en il y a tout un enjeu aussi de capter ce trafic commercial qui pour l'instant décline dans de moindres proportions. Et s'il décline, où est-ce qu'il va? Il va sur les LLM et là, on rentrera plus tard dans l'épisode sur comment capter ce trafic, commercial, via, les moteurs LLM. Donc juste nuance sur de quel trafic on parle quand on parle de LLM, qui agrippe, enfin qui décline le trafic organique, quoi. Ouais, Mmh. d'accord. Et du coup, lié à ça, Edouard, je réfléchissais à ça, je me disais, tu vois, si je me remets 5 ans en arrière, travailler sur ces volets SEO, c'est vraiment un an où c'était presque prioritaire ou je sais pas, un point de départ pour pas mal de boîtes, notamment des boîtes peut-être pas très matures en marketing où en fait, c'était presque un point d'interrogation et de questionnement, je dirais pas numéro un mais pas loin en fait, parce qu'en fait, ça demande pas à la base tant d'investissement que ça, de la méthode, un savoir-faire, une expertise, hein. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est quoi toi ta vision là-dessus? Si demain on te dit: «Tiens, faut repenser complètement, j'en sais rien, un plan d'acquisition global pour une boîte et reconnecter à du business, le marketing et cetera». Comment on se positionne par rapport aux évolutions et à l'incertitude des nouveaux modèles, en fait? Question complexe, Non, non, directe. non, en 30 secondes, très facile. C'est évidemment une question complexe. Le premier point, c'est que, c'est une question encore d'échelle. On est quand même encore aux prémices de ce trafic. Ce que tu décris, Valentine, je l'ai constaté aussi, mais pour l'instant, c'est une petite partie en volume, 1-2-3 donc c'est encore tout petit. Évidemment, c'est en forte croissance, donc on a tous, envie d'être, réactifs et d'anticiper un peu ce mouvement. La bonne nouvelle, c'est que les fondamentaux du SEO restent vrais. Encore aujourd'hui, les modèles sont aussi basés, sur les données collectées depuis des années par Google et autres, mais surtout Google et en fait, en termes de sophistication, la collecte de données, à la base des LLM reste assez pauvre ou en tout cas aux prémices comparé à la profondeur de la connaissance d'internet qu'a Google. Donc Tu veux forcément, tu veux dire quoi par là? ce que je veux dire, Si c'est tu que Google va crawler les sites, j'allais dire presque en intégralité, ce qui est pas du tout le cas encore, d'un Perplexity ou d'un OpenAI. Donc c'est ça aussi, c'est ce qui fait que, un des une des sources de ces bases de données, ça reste Google aujourd'hui. Donc il y a un petit peu une intermédiation qui fait que le SEO garde une place hyper importante et du coup a tout à fait sa place encore et dans un d'ailleurs, les exercice. LLM viennent se nourrir encore aujourd'hui sur le web classique, enfin, je fais un raccourci, mais en fait, finalement, ça reste c'est une espèce de surcouche, en fait, qui est venue se rajouter un petit peu différente. Parce qu'en fait, ce que je constate moi et j'aime bien ce que tu dis parce que je trouve ce qui est un peu hyper important, c'est que je pense que OpenAI, peut-être dans une moindre mesure, même Anthropic qui fait beaucoup de boulot en B2B, je trouve et qui se muscle pas mal là-dessus et cetera, sont peut-être juste meilleurs que Google aujourd'hui d'un point de vue marketing, en fait, sur ce sujet-là. Alors, peut-être que Google a beaucoup fait le tour du sujet et je pense qu'ils se sont bien gavés, donc il y a peut-être aussi
bon, c'est bon, quoi. On est repu, on a mangé le marché, etc. Quand tu as des challengers qui arrivent, qu'on la dalle, ils remettent un peu ça en jeu. Mais je pense aussi que peut-être OpenAI, par exemple, est meilleur dans la capacité à marketer son approche. Est-ce que dans les faits, en fait, ce que propose un LLM va être plus pertinent, plus poussé, plus abouti? Tu vois, hier, je discutais dans Futur Proche justement avec des gens là-dessus. Je me disais, j'ai jamais vu de vrai taux de conversion, tu vois, aujourd'hui lié au LLM, quoi. Des vrais benchmarks, hein, pas juste 3 exemples, tu vois. Et typiquement, juste là, tous tels qu'on est rassemblés, c'est ça dont on a besoin en fait. Parce que si au final, t'as pas de plif particulier, ça va être quoi en fait la différence d'un LLM par rapport à une SERP classique? Bah juste l'UX, quoi, l'usage en fait. Bah, je fais des Oui, oui. raccourcis, hein, mais Non, non, mais il y a quand même des usages qui sont intéressants. Là où hier, tu aurais fait des centaines de pages de contenu pour avoir quelque chose d'extrêmement long tail et avoir une requête hyper spécifique. Je suis aussi en B2B, et ben, je cherche à créer une entreprise et je suis un plombier installé à Poitiers. En fait, mmh. aujourd'hui, cette requête-là, elle est mieux traitée par un LLM potentiellement que par Google. Donc, tu vois, il y a ce type de requête hyper spécifique et intéressant. Mais juste pour revenir à ta question qui était aussi sur l'acquisition, et ben, en fait, oui, on continue à faire du SEO, mais on peut plus s'en contenter. Heu, le premier point, c'est, est-ce que tu as une marque? Est-ce que tu es mentionné? Il faut faire de la vidéo, il faut aller voir faire des contenus. Aussi parce que, c'est beaucoup plus facile d'aller gérer du contenu en masse quand tu es, une marque avec des budgets limités et donc là où, avoir historiquement des milliers de pages te donnait une force qui était difficile à concurrencer, c'est de moins en moins vrai et la différenciation, on revient un peu, en fait, aux fondamentaux du marketing. Il faut une marque, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit reconnaissable et c'est ce qui fait que, dans les LLM directement, les outils vont t'identifier, mais aussi les humains qui consultent ces pages vont te faire confiance pour, aller faire, ce que tu disais Valentine, aller faire la conversion en fait sur ton site directement, quoi. Vas-y Valentine. Ouais, je corrobore Je ce t'ai que vu dit bondir. ouais, je corrobore ce que dit Édouard parce que, et ça reboucle ce que tu disais Dominique aussi. En gros, même si les fondamentaux du SEO restent traditionnels, en tout cas pour ce qui est Google AI Overview, ça crée aussi beaucoup de volatilité dans les SERP et ça permet aussi à des plus petits sites de se positionner. On a déjà vu aussi des sites qui ont, une dizaine de pages qui arrivent en premier dans une search, GPT par exemple, qui seraient même pas en top 10 ou deuxième page sur Google. Donc toute Ouais, cette ça volatilité rebat les cartes en fait de ce il y point a de un vue-là, peu quoi. de ça crée beaucoup d'opportunités pour des petits sites qui ont peut-être d'autres stratégies, comme tu disais, Édouard. Peut-être moins de cocons sémantiques traditionnels avec des dizaines de pages, mais peut-être plus brandés, très bien référencés sur des plateformes de comparaison, beaucoup de citations dans la presse, présence sur les communautés, ce genre de choses. Donc en fait, ces petits acteurs qui commencent à miser sur ce que je viens de décrire, peuvent se positionner sur des LLM. Bon, Google, j'en sais rien. Google AI Overview, ça reste un agrégat, de ce que j'ai vu, un agrégat des top 10 positions organiques traditionnelles. Mais en tout cas, sur d'autres LLM, ça a l'air d'être des critères légèrement différents. Et on peut, même si on a un petit site, arriver à se placer. Donc, petite nuance sur le SEO traditionnel fonctionne, oui, mais ça crée aussi des appels d'air pour des plus petits sites avec une strate différente qui semble correspondre avec ce que les LLM attendent. Voilà. Et Alexandre, lié à ça, là, si je repars sur un truc un peu macro, c'est quoi un peu le signal d'alarme des clients qui viennent vous voir ou qui vous en parlent? Enfin, c'est quoi la posture en fait? C'est genre le FOMO de si on s'y met pas là maintenant tout de suite, c'est la fin du business, ou c'est tiens, je suis curieux. Enfin, c'est quoi le degré d'urgence ou le degré de pression de l'approche du sujet? Alors, en interne, ce qu'on constate, c'est 2 triggers potentiels. La première raison pour laquelle des clients vont venir nous voir et évoquer ces sujets-là, c'est effectivement ce que tu mentionnes, cette partie FOMO. On voit que on en parle énormément sur le marché et on est tous un peu perdus. C'est-à-dire que on entend tout et son contraire. Les choses vont très vite aussi. Elles vont très vite dans le sens où on parle quand même d'une innovation qui est récente et tu parlais de benchmark marché justement. Nous qui suivons beaucoup ça chez Eskimos et qui publions justement ce type d'études dans notre newsletter hebdomadaire de veille marketing, en fait, vu que c'est fait au niveau de mon équipe, je me rends compte que parfois, d'une semaine à l'autre, on voit passer des infos partiellement contradictoires. Parce que Href dit quelque chose et puis une semaine plus tard, SEMrush va dire autre chose. Pas Et que donc, comme le partiellement, soulignait, hein. En vrai, moi alors, je lis tout et son contraire, hein, à titre très personnel, hein. voilà, Alors c'est peut-être je ça. lis des trucs pourris, mais je lis vraiment les trucs qui partent dans tous les sens, quoi. Non, mais je pense que justement, ce qui est vraiment intéressant, comme le souligne Valentine, c'est qu'on est sur un nouveau terrain de jeu, en fait. Donc, qui dit nouveau terrain de jeu dit besoin d'explorer, besoin de voir comment on va l'explorer, comment est-ce qu'on peut se casser les dents dessus. Et donc, souvent, en général, quand tu explores, quand tu testes, tu déblais. Et donc, une boîte comme Href et une boîte comme SEMrush, je pense pas que ce soit de la manipulation. Je pense qu'ils ont simplement pas
fonctionné pareil. Ils ont mené leurs tests, ils se sont dit, OK, on a constaté ça, le trafic s'effondre, c'est dramatique. Ah oui, mais en fait, si on regarde quel trafic s'effondre, le trafic informationnel, c'est vrai, s'effondre. En revanche, le trafic transactionnel reste similaire. Donc, ça continue de bien fonctionner. Et donc, au final, comme on voit tout et son contraire, forcément, on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent, bon, je lis tout et son contraire, donc maintenant, j'ai envie de le faire à ma manière, de commencer à explorer. Vous qui avez vu beaucoup de cas différents, beaucoup de clients différents, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est le premier cas. C'est, on voit que c'est important sur le marché, on ne sait pas trop par quel bout prendre le sujet, donc on s'y attaque. La deuxième raison, c'est plus, en fait, c'est plus au niveau des perfs et du tracking. Ça va être des entreprises qui se disent, tiens, on commence à avoir des leads qualifiés qui arrivent depuis référeur égale ChatGPT. Donc ChatGPT m'amène du trafic. Je m'y étais pas intéressé. Je veux savoir déjà comment est-ce que je me situe. Est-ce que ça m'amène du trafic parce que je suis number one ou est-ce que c'est juste un coup de chance? Et si je suis pas number one, bah, comment je peux faire pour le devenir? C'est vous qui leur amenez des leads qualifiés en manipulant, puis après, comme ça, ils viennent vous voir pour optimiser ça. C'est un bon On ouvre pas la business boîte model. noire. Ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu racontes parce que dans nos métiers, et vous le savez autant que moi, il y a quand même un truc qui revient régulièrement, c'est le FOMO absolu pour à peu près tout. Chaque mois qui passe, il y a une mini trend qui sort et en fait, on se dit juste, si on le teste pas ou si on creuse pas ou au moins si on s'y intéresse pas, peut-être qu'on rate le truc de dans 2 ans, quoi, ou dans 1 an, en fait. Et je trouve qu'il y a peut-être un peu ça aussi aujourd'hui. Moi, à mon échelle, en tout cas, je le vois beaucoup de gens qui regardent et qui sont curieux, qui savent pas vraiment quoi en attendre et quoi en faire, mais qui voient le mouvement et qui se disent: «Si je suis pas dans le mouvement, je vais pouvoir être dépassé par le mouvement». Et ça, je pense que c'est un sujet de stress pour beaucoup de gens dans nos métiers. Justement, je voulais passer à une deuxième partie qui était plutôt en fait, de quoi on parle concrètement? Parce que depuis tout à l'heure, on a fait un peu une espèce de vision un peu macro. Aujourd'hui, on parle de GEO, j'ai vu AI SEO, j'ai vu du Search Generative Experience. Ça, c'est la guerre des acronymes dans tous les sens. On va voir qui va coiner. J'ai l'impression que GEO, ça s'installe un petit peu, mais bon, bref. Il y aura un consensus à un moment, je crois, sur un terme qui va sortir. Mais en gros, de quoi on parle concrètement? Moi, ma question, c'est peut-être, Valentine, si toi, tu as déjà une vision un peu top of mind de ça. Est-ce que c'est un nouveau métier? Est-ce que c'est une évolution du SEO? Est-ce que en fait, c'est juste une sorte de buzzword et en fait, il y a pas grand-chose qui change? Comment tu te situes là? Je t'ai fait 3 scénarios. Oui, oui. C'est quoi ton scénario à toi, en gros? Alors oui, le GEO, c'est une évolution du SEO, ça touche enfin, c'est une évolution des comportements, des manières de chercher. Avant, le endgame, d'une recherche Google, c'était un clic. Maintenant, la search, ça peut être uniquement une étape dans un flow. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça change un peu la nature même de la avant, c'était une destination. Maintenant, c'est juste une étape pour quelque chose, voire même performer une action, si on va dans tout ce qui est Atlas et compagnie, où vraiment on peut commencer à faire des actions, via des LLM. Donc en fait, maintenant, on n'optimise plus pour être, visible et obtenir un clic. On optimise juste pour être une source fiable, pour être cité. Donc faut juste se positionner comme être une source d'autorité qui puisse être mentionnée. Donc là, ça veut dire stratégie de contenu différente, développer du contenu non biaisé, faire appel à des third parties pour montrer qu'on n'est pas totalement biaisé et que d'autres parties montrent qu'on est legit. Euh, et aussi changement de structuration des pages. Les LLM passent sur un site comme s'ils passaient sur une base de données. Enfin ça, je l'ai piqué à quelqu'un de chez vous, Alexandre de chez Eskimos. GM France. Fallait Bien pas joué, citer bien les joué. sources. Non, parce que GM France avait fait une, j'ai oublié son prénom, Jérémy. Thibaut, non? C'est possible? Jérémy. Jérémy, voilà. Bon, on peut l'appeler Thibaut, hein. On va Non, l'appeler pardon, Thibaut dans pardon, cet épisode, avec d'ailleurs. non, c'est le CTO, c'est le CEO, il me semble. Non, pardon, de partout, pardon. Bref, j'étais à une conférence chez Partout, donnée par le GM d'Eskimos, qui disait que les sites étaient vus à terme comme des bases de données. Et du coup, il fallait organiser son site comme une base de données à jour et très bien structurée. D'où l'importance d'implémenter des données structurées, de tout ce qui est mise à jour, de contenu très frais, contenu très vrai, tout ça. Et voilà. Donc Et oui, d'ailleurs, juste optimiser son site pour être une source sûre, pour être cité. Voilà. Et d'ailleurs, sur ce point, ça change quoi? Je sais pas, Edouard, si tu as une vision là-dessus, mais justement, là, on parlait de data structurée. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière, je parle de points très opérationnels, mais c'est important. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière, je sais pas, d'utiliser les keywords, de structurer les contenus, de structurer toutes les métadonnées autour des contenus? Enfin, est-ce que ça vient changer ça concrètement?
Probablement, moi je m'attends à ce que je décrivais tout à l'heure comme, de la long tail ou des variations autour de mots-clés qui sont des variations très spécifiques, bah, perdre un peu de son intérêt. Typiquement faire 2 pages qui sont très proches avec 2 mots-clés, très proches, bah, ça a moins d'intérêt parce qu'un LLM va avoir la capacité à comprendre cette proximité, sémantique et du Mmh. coup, tu vaut mieux avoir la page entre guillemets, «la plus riche et la plus structurée possible» plutôt que d'essayer de la décliner à l'infini. Donc moi je le vois un C'est petit un peu comme, prolongement de ce que faisait déjà Google, enfin ce qu'essayait de faire Google ces dernières années Mmh. finalement. C'est c'est je pense, tu vois, quand on parlait de données structurées, c'est pas une nouveauté du SEO, il y en a certaines qui sont plus ou moins, obsolètes, des données structurées, si on parle de FAQ versus, des commentaires ou des choses plus anciennes. Mais pour moi, ouais, ça reste cette, façon de, comment est-ce que oui, pour les machines, on le fait de façon le plus claire possible, mais il faut aussi que d'un point de vue UX et humain, ça ait du sens et que ça soit navigable. Donc, c'est vrai que je ça me fait toujours un petit peu mal, quand on a l'approche, faut voir son site comme une base de données. J'espère qu'on n'en arrive pas tous, tout de suite, là. Mais par contre, d'avoir un site qui soit en effet, explicite et bien structuré, bah, avec un peu de chance, ça peut être fait intelligemment, pour Ouais. l'humain, j'entends, de façon intelligible et oui, évidemment optimisé techniquement. Mais moi, je le vois toujours comme, un peu les 2 faces de la même pièce, quoi. Et du coup, d'ailleurs Alexandre, est-ce que les LLM, ça vient indexer le web de la même manière? Si je reste sur ce volet un peu technique, enfin, est-ce que ça se comporte comme un crawlers classique, ou est-ce qu'il y a un système complètement différent? Comment, Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, mais il y avait quelque chose que je trouvais intéressant même par ah rapport vas-y, à vas-y. ce que disait Édouard. On a fait, il y a quelques jours une conférence chez Google Mmh. et parmi les questions du public, en fait, il y en avait une qui était assez intéressante, qui était: «Bon, bah, en fait, à partir du moment où demain je dois optimiser mon site pour des robots, pour des agents IA, est-ce que ça signifie que, je dois jeter mon site actuel et uniquement l'organiser pour des robots?» Et C'est le en truc fait, qui on a revient vraiment eu cette beaucoup en ce question. moment, ça. Ouais, ça revient beaucoup de: «Est-ce que je dois totalement changer de stratégie? Est-ce qu'on Est-ce que met je les dois UX faire 2 sites designers en à la parallèle?» poubelle Ouais, non, mais c'est ça. et Est-ce que je ils dois changent faire de 2 sites boulot? en parallèle? Donc nous, on essaie de quand même de remettre un peu de raison là-dedans. Demain, ma conviction, c'est que ce sera toujours un seul et même site lisible à la fois par des humains et par des robots. Et donc, en fait, comme mentionne Edouard, c'est aussi beaucoup une question de structure. Et c'est ça qui m'amène sur ta question, c'est comment est-ce que les moteurs LLM vont chercher des infos sur les sites? Alors, j'espère pas dire de bêtises, mais le système en fait du chunking, c'est que quand on utilise un moteur IA, on va taper sa requête vraiment en langage naturel, comme on parlerait. Donc une requête moyenne, elle fait 23 mots, alors que sur Google, on tape plutôt un ou deux mots-clés, on est beaucoup plus court. Donc, vu qu'on tape 23 mots, on est vraiment sur une requête de longue traîne, mais en fait, on formule aussi beaucoup plus clairement son intention de recherche. Et en fait, cette requête de 23 mots, la mécanique des moteurs IA, c'est qu'elle va être décomposée en plusieurs sous-requêtes. Chacune de ces sous-requêtes, comme si une seule recherche Google en fait déclenchait 10 sous-requêtes Google en une fraction de seconde, pour aller chercher pour chacune de ces sous-requêtes l'info la plus pertinente. Et c'est pour ça qu'on parle de structure et qu'on va éviter de faire un très long article très complexe et qu'on va plutôt aérer au maximum le contenu, faire des réponses très courtes pour toutes les micro réponses qui se cachent derrière ma question. Typiquement, quelle est la meilleure solution pour enregistrer un podcast? Eh ben, en fait, ça sous-entend quelles sont les solutions pour enregistrer un podcast, laquelle est meilleure que laquelle. Par Ouais, rapport à d'accord. mon enjeu, j'ai peut-être précisé des choses. Et donc, en fait, on va prendre toutes ces infos, décomposer la requête initiale en plein de sous-requêtes, aller chercher la meilleure réponse à toutes ces sous-requêtes, puis les agréger pour répondre ça à l'utilisateur. Mais en fait, du coup, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que à la fois on parle, moi je le vois partout ce truc de vas-y on arrête l'UX, on s'emmerde pas, on fait des passes de données, des FAQ géantes dans des tableaux et puis c'est bon. Enfin, je schématise, hein, mais c'est un peu ça Ouais, mais qu'on peut lire. Non, mais je le lis de temps en temps. Mais je me dis ce que tu viens d'expliquer est vachement intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'en fait, c'est juste on va chercher plus de structure, plus de clarté, plus d'autorité. C'est juste du ah oui. SEO, si Bah, je en fait, au résume un final, peu de oui, cette manière-là, c'est quoi. ça. Et comme le disait Valentine, c'est un prolongement du SEO avec effectivement des critères qui ne sont pas les mêmes, des pourcentages, des pondérations qui ne sont pas les mêmes. Mais grosso modo, on reste quand même dans la dynamique d'ailleurs, on le constate qu'un client qui était déjà bon en SEO, en général, va être d'office très bon en GEO. Et après, évidemment, on peut toujours aller plus loin. Peut-être que justement une petite entreprise qui a été maligne et qui a réussi à bien se positionner sur ChatGPT est en train de lui grignoter du trafic qualifié. Et donc c'est aussi pour ça que ça va être pertinent. Mais dans l'ensemble, les critères restent quand même assez similaires.
Et Il y juste a pour ouais, rebondir vas-y là Valentine. juste pour rebondir là-dessus, pour, appuyer le fait que l'UX et la navigation sur site, restent importantes, les gens, enfin, c'est assez admis, il y a pas mal d'études qui prouvent que même si on utilise un LLM pour dégrossir ses recherches, les gens vont quand même aller chercher, sur Google par eux-mêmes derrière pour être sûrs d'avoir le choix et ne pas avoir d'hallucinations ou être sûrs qu'ils font le bon, enfin, les gens ont quand même, surtout dans certains secteurs, je sais pas, la santé, la paye, les gens vont peut-être commencer leur recherche par ça pour avoir des choses, mais poursuivre une recherche Google traditionnelle par la suite. Donc en fait, le site reste tout aussi, enfin, la pertinence du site et de la navigation reste là, quoi. Ouais, c'est un truc de Mmh. confiance. Je pense qu'en fait, il y a aussi un biais, tu vois, que moi je constate à titre perso, mais je pense que c'est le cas d'autres gens, parce qu'étant le Pékin moyen, je pense que je vais aller bosser sur, j'en sais rien, Claude ou machin, demander un truc, mais en fait, l'outil interprétant déjà lui-même ou faisant lui-même une sorte de tri dans une black box que je maîtrise pas, il y a forcément des moments où tu as besoin d'aller voir la source aussi toi-même pour valider, confirmer, voire avoir confiance quand tu parles de sujets, sensibles, santé, paye, j'en sais rien, mutuelle, je ne sais quoi. Donc effectivement, peut-être que c'est une branche complémentaire. Je trouve ça intéressant parce que ça sort un peu aussi, je trouve, de la logique d'opposition qu'on a trop dans nos métiers. Alors pas forcément nous, étant des gens plutôt, nuancés de manière générale, mais je dirais, au général, le grand public et d'ailleurs, je pense que c'est les mêmes types de débats sur l'emploi. Quand on parle d'IA d'un point de vue emploi, en fait, c'est juste binaire, quoi. C'est en fait, on est pour ou contre, ça va remplacer les humains ou pas. Parce que vraiment, on n'en est que là, en tout cas en France. Je pense qu'il y a plus de finesse et ce que je perçois aujourd'hui dans ce que vous dites dans le search, c'est aussi ça. Il y a un autre point que je trouve intéressant dont on n'a pas forcément parlé, c'est toute la, j'allais dire la guerre, bah, oui, on peut dire ça comme ça, que notamment OpenAI essaye de faire sur tout le volet un peu e-commerce. Alors la guerre modeste parce que c'est encore un peu pas du tout optimisé à titre très personnel en tout cas mais ils essayent d'aller là-dessus. Je sais pas, est-ce que c'est des choses, que vous avez observées ou pas? Déjà, est-ce que vous êtes vous-même, vous avez été client à travers un LLM? Est-ce que vous avez acheté? Est-ce que ça vous a aidé à acheter ou pas? Premièrement, est-ce que voilà, et est-ce que peut-être, Alex, tu as peut-être une vision globale, mais peut-être Valentine, Édouard aussi sur, est-ce qu'il y a un vrai nouveau marché e-commerce qui se crée à travers ça ou c'est juste une sorte de trend, qui a pas vraiment pris jusque-là, quoi? Alors, si je peux commencer, à titre perso, clairement, j'ai l'impression qu'on a tous, hoché la tête. Je n'ai jamais rien acheté sur un LLM. Je suis clairement pas prêt de le faire non plus, mais comme le soulignait Valentine, j'ai l'impression que cette nouvelle opportunité liée au LLM, c'est aussi une addition par rapport aux usages actuels et c'est pas un remplacement. Moi, je sais que je m'en rends compte quand j'achète quelque chose sur Internet, je vais étudier le site de la boîte, je vais aller étudier les avis Google ou les avis sur d'autres sites. Et donc, en fait, ce que je constate moi à mon niveau personnel et que j'ai l'impression de constater sur le marché, c'est qu'il y a quand même une montée des usages pour utiliser ChatGPT et consorts comme des outils de délivrabilité. En fait, tu vas pouvoir lui dire, je cherche quelque chose avec tel critère, tel critère, tel critère, tel critère. C'est quoi la meilleure option pour moi? Et donc là, déjà, ça va te faire gagner beaucoup de temps, là où avant, tu aurais peut-être eu besoin de faire 10 ou 20 recherches Google. Là, grâce au langage naturel, justement, tu vas pouvoir avoir d'office une liste de produits intéressants. Pour autant, derrière, je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce quand on parle de l'intégration de Shopify avec ChatGPT. Oui, on peut conclure une transaction directement, mais c'est un petit peu comme Amazon, il y a quelques années, avait lancé leur espèce d'enceinte connectée à laquelle tu pouvais juste parler pour passer tes commandes. Et en fait, oui, on se dit, OK, demain, les sites vont être remplacés par la commande vocale. Mais en fait, je pense que ça concerne une Oui, ça a pointe pas du tout pris. d'early Bon, ils adopters. l'ont tous Voilà, fait, c'est hein, ça. Google aussi et ils ont tous essayé d'aller sur ce terrain-là, Ouais, c'est quoi. ça. Et en fait, pour moi, sur les LLM, j'ai un peu la même vision, c'est que utiliser ChatGPT pour comparer des produits, organiser le plan de mes prochaines vacances, des choses comme ça, dans une optique de découvrabilité, ça déjà, j'ai aucun problème à le faire. De là à ce que je me dise, OK, il m'a sorti quelque chose et je peux pleinement lui faire confiance et cliquer sur quelque chose pour dire, OK, c'est bon, j'achète tel produit parce qu'il me l'a recommandé. Ça, je suis pas encore prêt. Oui, mais regarde, j'extrapole. Moi, tu vois, je suis pas trop utilisateur de ChatGPT, mais de temps en temps un petit peu. Si demain ChatGPT se dit, OpenAI se dit, il faut que je construise un shop, un Google Shop, un Google Shopping en fait, enfin la même chose. Pour moi, c'est ce qui manque en fait. Enfin, s'ils voulaient vraiment aller sur ce segment-là, il faudrait qu'ils créent un vrai Encart Shop ou un TikTok Shop ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, quelque chose qui soit vraiment très ADN e-commerce. Parce que pour l'instant, je trouve que c'est inutilisable là dans le chat là, il y a 3 trucs, c'est galère, tu navigues pas bien. Enfin, tu vois que c'est pas fait pour en fait quoi. Mais si demain ils font ça, c'est quoi là le tu vois? Valentine, c'est quoi ton est-ce que c'est un truc qui te pousserait à le faire ou pas?
Alors, j'ai pas d'expérience spécifiquement en e-commerce, en retail, c'est pas moi, c'est trafic B2B, SaaS plutôt. Mais je pense que je reprends avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les OpenAI, Perplexity lancent leur navigateur et en fait, ça spoil un peu la dernière partie de l'entretien qui parle un peu comment vont évoluer tout ça. On peut aller vers des LLM qui se transforment en assistants directement intégrés dans des devices, comme Apple le fait très bien. Voilà, Apple Intelligence, je crois, dans les smartphones. On peut imaginer, oui, et Atlas aussi, maintenant, sont des agents qui performent des actions. Donc peut-être que le e-commerce va prendre cette vague-là et voilà. Donc c'est juste un take, comme ça de ce que j'ai pu lire, mais peut-être que oui, les assistants vont directement être intégrés dans la navigation et du coup, on peut faire des actions on peut faire des actions. Je sais que pour l'instant, Comet est plus encore, sur, ben, proposer des réponses, donc d'un côté un peu traditionnel, mais Atlas semble aller déjà dans faire des actions et ce genre de choses, donc peut-être que ça peut s'appliquer assez rapidement au e-commerce. Voilà, c'est juste une suggestion. C'est Ouais, intéressant d'ailleurs sur ce sujet, pardon Edouard, c'est juste après, je voulais juste glisser ça, mais c'est vachement intéressant parce que je trouve qu'on est beaucoup là-dedans là depuis quelques années. Le backlash immédiat, c'est-à-dire les browsers sortent, c'est l'excitation pendant 3 jours, puis après les mecs se font défoncer, ce qui est le cas là depuis quelques jours, en retour inverse de failles critiques de cybersécu, efficience, machin. Enfin, il y a une espèce de, en fait, on est dans une binarité absolue, et je trouve que sur le search, on a eu peut-être il y a quelques mois un peu ces débats-là. C'est peut-être en tendance à redescendre un petit peu, et on rentre peut-être dans une ère un tout petit peu plus rationnelle. Ouais, Edouard, pardon. non, non, il y a 2-3 sujets que je trouve hyper intéressants derrière ça. C'est en fait la monétisation de ces modèles où l'abonnement va probablement pas réussir à payer OpenAI pour toujours. Et j'imagine pas le shopping comme prenant une part première. Donc on verra comment on parlera demain peut-être de GEM pour marketing et qu'on devra en fait aussi injecter Avec du l'ADS paid. pour que ça marche. Ça, malheureusement, ça risque quand même d'être Probablement. une Ah, ça possibilité. va certainement arriver très vite. Voilà. Deuxième point qui est hyper intéressant, ce que tu mentionnais, Madame Valentine, c'est comment est-ce que ça va être intégré en fait aux usages mobiles. Parce que nous, occidentaux et dans notre tranche d'âge, on utilise beaucoup le laptop, mais en fait, il y a des zones du monde où on fait du shopping beaucoup par mobile, et du coup, parler à un agent AI pour le faire me paraît logique. Et moi, il y a des cas où en fait le shopping, notamment, je sais pas, Amazon est tellement déjà optimisé qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice pour moi utilisateur à passer par un agent parce que c'est déjà hyper simple. À l'inverse, demain, je veux prévoir un voyage et je veux raconter à mon assistant et mon agent touristique AI demain et lui dire, bah voilà, je prévois un voyage à Londres. C'est quoi mes meilleures options de transport et de logement et prépare-moi le booking. Ça me paraît être des cas d'usage un peu spécialisés où pour rétablir la confiance, c'est peut-être Booking qui aura l'intelligence de construire un AI agent touristique hyper efficace. Et c'est ça qui me semble être, tu vois, un truc en tant qu'utilisateur avec un vrai problème à adresser et deux, un peu une optimisation de l'usage aussi d'un point de vue utilisateur. Ouais, c'est hyper intéressant, et d'ailleurs ça me renvoie je m'étais noté un sujet, Alexandre, pour toi, parce que je voulais comprendre un peu. Là, on a parlé un peu globalement des évolutions qu'on voit, de ce que ça vient challenger, de la manière de procéder, de s'y prendre, et puis du mindset et de la méthodo. Mais par exemple, quand tu es aujourd'hui en phase d'audit de la partie organique d'une marque, enfin peu importe quelle qu'elle soit aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 2 ans ou 3 ans? Est-ce qu'il y a des volets en plus? Est-ce qu'il y a des chapitres en plus? Est-ce qu'il y a une manière d'aborder le sujet de l'organique? Alors je dis Alexandre, mais d'ailleurs c'est valable pour vous 3, mais est-ce qu'il y a des volets en plus qui viennent se greffer pour mieux maîtriser son organique en fait et son search? Moi, j'en vois deux principalement. La première, c'est quand même concernant cette partie géo, beaucoup des entreprises aujourd'hui ne savent pas exactement où est-ce qu'elles se situent. Et donc, la première question, c'est où est-ce que j'en suis? Donc, d'où le fait que sur le marché fleurissent beaucoup d'outils dédiés à la mesure de la visibilité sur les moteurs LLM. Chez Eskimos, on fait pas exception, on en a aussi développé un qui s'appelle LLM Ranking. Mais déjà, en fait, la première étape, c'est juste de se dire, bon, bah, en fait, j'en suis où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et ça, du coup, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce d'audit géo. Pour l'instant, c'est encore relativement limité. Enfin, on est capable de voir à quelle fréquence on est visible, donc de mesurer la part de voix. Est-ce que l'on est cité en termes plutôt positifs, neutres ou négatifs? Donc, le sentiment global généré par l'IA qui va quand même influencer beaucoup l'utilisateur, ça c'est aussi assez important.
On peut mesurer le trafic qui arrive depuis les LLM, mais bon, les LLM vont beaucoup contribuer à la visibilité, pardon, mais pas forcément amener beaucoup de trafic. Et en fait, après, quelque chose d'assez intéressant, là, on a reçu récemment pour le podcast Estimos, on vient de lancer le directeur de la com de BPI. Et lui, il disait, en fait, j'ai hâte que le paid arrive sur les moteurs, pas forcément en tant qu'utilisateur, parce que forcément, ça risque de dégrader l'expérience, mais c'est la loi en fait pour toutes les grandes plateformes digitales. Mais en fait, quand le paid arrivera, ça signifiera aussi que ces plateformes auront besoin d'ouvrir le capot, parce que pour l'instant, on va pas se mentir, c'est quand même des sacrées boîtes noires sur lesquelles bah, tu peux simuler des prompts, tu peux les générer en masse pour aller voir ce qui en ressort, mais il n'empêche que on est très nombreux à pas comprendre précisément ce qui se passe, et donc c'est pour ça qu'on fonctionne par tâtonnement et par essai et erreur. Et donc, en fait, au final, je pense que le fait de construire les métriques, les outils de tracking, des choses comme ça, on est sur un nouveau territoire, ça va se mettre en place peu à peu, et donc ça permettra de comprendre plus précisément ce qui fonctionnera. Intégrer des éléments, comme tu disais, là, de paid ou des ads, ça me fait penser à cet épisode de Black Mirror, je crois que c'est la dernière saison là où, avec le mec où il y a sa femme qui a eu un accident, il l'a fait opérer et en fait, il paye pour qu'elle soit consciente. Enfin, il y a une espèce de délire comme ça où à la fin, en fait, il a plus assez de fric, donc il prend une version downgradée où en fait, elle est là en train de lui parler, puis d'un coup, il y a une pub qui passe en disant, «Les matelas, machin truc sont fantastiques pour votre vie». C'est assez dramatique en fait. Là, on en rigole, ça me fait sourire, mais ça me fait penser à ça où je me vois bien prompter, raconter des trucs et au moment en disant: «Oh, avez-vous pensé à changer le plaid de votre canapé? Il fait un petit peu froid en ce moment, je peux vous recommander, la marque machin truc». Non, mais c'est sûr que d'un point de vue expérience pure, il y a quand même un vrai challenge parce que la vraie différence avec Google pour moi, c'est que les SERP, elles sont fragmentées, quoi. C'est-à-dire, c'est des briques, c'est des blocs. Il y a pas trop de problèmes à intercaler des blocs qui m'intéressent moins, je m'en fous. Là, comme on est dans du conversationnel, c'est comme si là, on est en train de parler, puis hop, je vous balance une petite pub pour Futur Proche, l'abonnement à 9,99, n'hésitez pas, ça vaut pas cher, quoi. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a ce risque d'aller casser un peu le flow, donc il va falloir faire ça de manière assez fine. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire et ces histoires un peu de nouveaux chapitres et de manière de voir les choses, Valentine, c'est quoi pour toi les compétences ou je sais pas, qu'est-ce qui a changé dans le skill set en fait qu'on doit avoir d'un point de vue ou technique ou un peu global ou méthodo, je sais pas, de quelqu'un qui veut aujourd'hui se dire ok, je veux mettre à l'organique à 360, qu'est-ce qu'il me faut comme skill set un peu globalement quoi. Alors, d'un point de vue in-house, du coup, pas côté agence, mais côté, quand on est, SEO, GEO manager dans une entreprise, il y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà, première chose, on l'a mentionné, mais c'est les budgets. Donc, effectivement, tout le monde va vouloir investir dans un tool de monitoring, LLM. Donc soit c'est payer une version, une feature d'SEMrush, soit c'est prendre un nouveau tool. On peut mentionner Profound, par exemple, qui semble un peu, dominer le marché pour l'instant. Donc budget, révision des KPIs. Heu, OK, les sessions, c'est toujours intéressant, mais si elles baissent, bah, ça veut dire enfin, le trafic qu'on perd, il va peut-être ailleurs, donc où est-ce qu'il va? Il va dans des citations, dans de la visibilité, donc ça, faut qu'on puisse le mesurer et c'est un KPI intermédiaire purement SEO, GEO à intégrer et ça, faut le faire comprendre aussi au reste de l'organisation. Donc révision du budget, révision des KPIs et du tracking. Et d'un point de vue métier aussi, on perd aussi beaucoup, heu, sur le parcours, utilisateur. Avant, on pouvait plus ou moins dire si on était top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Maintenant, on est logué à une session, sur, OpenAI. C'est du langage naturel. Il y a plus de notion de volume de recherche non plus. Donc tous les anciens, réflexes qu'on avait de créer une roadmap de contenu basée sur le search volume, bah, ça, c'est aussi remis en question. Donc on peut garder ces volumes de recherche historiques traditionnels comme, comme point de repère, mais effectivement après il faut faire des prompts, tester des prompts, machin et tout ça pour voir, comment on peut écrire du contenu qui réponde à ces intentions de recherche-là. Donc en fait, même en tant que SEO, on est assez déstabilisé, budget, KPIs, métier, l'indexation pareil, on parlait d'indexation. Il y a pas d'outil comme Search Console où on peut faire des indexations manuelles. Ouais. Donc, quand on fait un nouveau contenu, on peut l'indexer sur Google, faire une request indexing, Quid, qui sera indexé, dans X jours par, Perplexity, par, OpenAI et compagnie. Donc, tout ça, faut composer avec, continuer de faire avancer une roadmap SEO existante et parce que ça marche encore et que beaucoup de gens utilisent Google. Hem Et il faut aussi composer avec cette nouvelle phase, exploratoire avec toutes les variantes que je viens de situer, de citer. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le panorama
d'un métier, qui est en évolution pour l'instant. Voilà. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a Edouard, il y a vraiment ce truc de moi, c'était un truc que je m'étais noté, c'est, en fait, moi, j'ai des souvenirs du début du SEO, étant d'un âge vénérable. Non, ça va encore, mais je commence à être d'un âge vénérable. Non, mais je me souviens de la black box que ça pouvait être et un peu des quick wins pourris et puis, bah, ça créait du contenu pourri de toute façon. Enfin, c'était vraiment horrible le web des années 2000 quoi, faut quand même, s'en souvenir. On trouvait rien, c'était bon bref. Je me dis en fait, l'évolution qu'on a aujourd'hui est en train de recréer une sorte de black box, bah, parce que c'est la source du bise et du fric, elle est là. C'est quand il y a un acteur qui contrôle une black box et qui contrôle le marché, ce qui a été le cas de Google pendant longtemps. Alors il a été obligé au petit à petit d'ouvrir un peu comme tu disais, tout à l'heure, bah, Alex, comme tu disais, d'ouvrir parce que, bah, au bout d'un moment, quand tu vends des espaces, tu es obligé de raconter un peu comment ça se passe. Comment tu vois toi l'évolution un peu comme ça? Et puis, bah, pour quelqu'un qui va être en charge un peu de ces sujets-là, en fait, c'est quand même un peu complexe de se dire: «Je peux plus vraiment traquer, je peux plus vraiment orienter». Comment on fait des paris du coup? Ils sont basés sur quoi en fait? C'est des paris en effet et encore une fois, on revient un petit peu à l'ancienne du marketing. On a été un peu confortable. Il y avait Google, hégémonique. Il y avait des experts SEO qui faisaient de la recherche et qui pouvaient dire: «Attends, tiens, il y a tel signal, il y a tel truc qu'on peut tester». Bah, ça, c'est un peu fini. On est un peu sorti de ce «confort» entre guillemets. Maintenant, il y a pléthore d'acteurs, ça va probablement se consolider, mais il y en a quand même maintenant une palanquée. Et donc, c'est aussi, bah, moi je suis aussi un peu vénérable en termes de data et de tracking. Il y avait un âge, du cookie, on pouvait faire de l'attribution et du coup, on pouvait avoir des modèles d'attribution complexes et cetera. Bah, tout ça, c'est un peu fini et on se retrouve, à revenir, bah, encore une fois, un peu aux fondamentaux, à se dire: «Bah, il faut que notre marque existe, il faut prendre la parole, il faut éditorialiser pour être, différencié aussi et qu'on soit un petit peu reconnu comme, OK, bah, c'est, les spécialistes, du matelas, de je sais pas, d'un certain type. Il faut aller, en fait, là et se raconter. Bah, en fait, il faut être obsessionnel sur un sujet et dans la tête des gens, pouvoir le raconter et donc pour revenir, à ton exemple, bah, s l'illusion de la donnée parfaite, que ce soit attributive ou hier, je souhaite beaucoup de courage aux gens qui avaient leur boss en leur disant: «Tiens, j'ai tapé notre mot-clé et je comprends pas pourquoi j'apparais pas sur la liste de résultats». Ouais, mais Il se c'est trouve tout que le c'est un monde peu ça, personnalisé mais et c'est bah, tout le monde demain, ça. bah, bon courage pour avoir cette Toujours un conversation, bonheur. quand tu auras ta requête, où, la personne est loguée depuis 6 mois à parler que de, Conto et hyper content parce que Conto apparaît, en première position de toutes ces requêtes. Donc oui, oui, c'est un petit peu cette complexité-là qui revient et bah, j'en reviens, à ce que je disais sur, c'est difficile à traquer, mais oui, ton podcast, ta prise de parole, sur, je sais pas quelle chaîne de la TV ou sur une chaîne YouTube mieux avec une bonne audience, bah, ça va avoir un impact qui est significatif et voilà, ça doit faire partie de ton mix au même titre que d'avoir des pages de contenu, quoi. Et il y a un vrai truc important pour moi et c'est un sujet, enfin que je m'impose et que j'essaie de me challenger avec un peu, chaque jour. Ouais, moi le search, j'en ai pas jamais fait ma spécialité, ça a toujours été dans mon travail, mais ça a jamais été ma spécialité. Il y a un truc que je n'ai jamais aimé dans le search, c'est que je trouve que c'est l'empire du vanity metrics par essence. Enfin, ça a été en tout cas, peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui et que c'est challengé, mais en fait, je pense que ce que ça veut dire aujourd'hui, ce qu'on est en train de se dire là, c'est il faut revenir à la nécessité de prouver que le marketing a un vrai impact sur le business, quoi. Quelle que soit la méthode, quelle que soit la technique, quelle que soit l'approche, quels que soient les outils. Et je pense qu'en fait, ce qui est inconfortable, mais en fait, là, on parle de search aujourd'hui, mais je pense que si on prend le marketing au sens large depuis peut-être 5, 6, 7, 8 ans, et un peu dans cette dynamique-là, de se dire, il y a beaucoup moins de certitude. Il y a plus de playbook en fait, copier-coller, ça c'est un peu, voilà. La logique est plutôt de se dire: «Qu'est-ce que j'ai besoin d'inventer qui est spécifique à ma boîte, à mon contexte, à mes moyens et à mes idées et puis à mon positionnement et un peu tout», et pour lequel je suis capable de prouver qu'il y a un impact en bout de chaîne, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, on va sortir un peu aussi du SEO, scolaire, en tout cas pour l'instant. En tout cas là, on est dans ce et c'est plutôt, il faut aller expérimenter, tester des trucs. Alors la seule difficulté, ça aussi c'était l'autre question Alex que je voulais te poser, on est sur quel type de temps, de temporalité? Parce que l'autre grosse problématique du SEO classique, ça reste quand même la temporalité
d'impact, de résultats, de prise en compte. Enfin, on peut être à l'échelle d'une année, plus ou moins assez vite en fait, peu importe en fonction de là d'où on part, quoi. Est-ce qu'avec les LLM, on constate, j'en sais rien, une vitesse d'appropriation de contenu et de référencement ou pas? Est-ce que en fait, ça serait de nature à accélérer cette partie-là ou pas forcément? Ou en fait, c'est sur le même modèle? Mmh, j'ai pas non, j'ai pas spécialement cette impression. J'ai D'accord. pas spécialement cette impression. Ce que l'on a constaté, notamment quand on a fait les fameux baromètres géo pour, mesurer qui étaient les acteurs les plus visibles du marché. Moi, une des choses que j'ai trouvé intéressante, c'est que en fonction du secteur et du sous-secteur, la saturation n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que dans certaines industries, on allait se rendre compte que les acteurs les plus cités sur les LLM apparaissent dans, 85 des recherches. Mmh. Alors que dans l'industrie d'à côté, les plus visibles apparaissent dans peut-être 20 des recherches. Donc, c'est aussi pour ça que, comme tu disais, bon, il y a des vanity métriques partout, mais je pense que le marketing a quand même besoin par moment d'avoir une espèce de boussole pour savoir si ce que tu fais, C'était c'est pas bien. contre vous, hein, c'était une observation Non, non, mais globale, hein. je trouve qu'on est constamment en fait à osciller entre bon, bah, si on mesure rien, ça va pas, mais si on mesure tout, on n'optimise pas pour les bonnes choses ou on a l'impression que rien ne marche. Donc on est toujours dans l'entre-deux et en fait, justement, le fait de pouvoir mesurer et d'avoir une vue sur la part de voix, ça permet quand même déjà d'identifier s'il y a une opportunité, il y a une opportunité en fait ou pas. Et après, bah, c'est vrai pour le géo, comme c'est vrai pour tous les canaux marketing. Si on se rend compte que c'est un endroit sur lequel nos concurrents sont quasiment pas présents, ça peut valoir le coup de mettre un petit billet, enfin, soit de mettre un peu de budget, soit d'investir un peu de temps pour se dire, bah, je teste. Je teste et je vois ce que ça donne. Et on parlait tout à l'heure de Jérémy, le DG d'Eskimos, justement, qui a sorti une phrase très vraie chez Google. Lui, sa conviction, c'est que on est un peu comme sur TikTok en 2018. C'est-à-dire tout le monde est un peu perdu, on ne sait pas trop ce Quelle que ça va donner. punchline. Non, mais en fait, il y aura un avantage au first mover et Ouais, pour ouais. les nouvelles plateformes, c'est souvent le cas, c'est que, tout le monde est un peu perdu, il y a pas trop de quoi mesurer, on sait pas il y a pas encore de playbook. Donc, bon, bah, explore, peut-être que tu vas perdre du temps et du budget ou peut-être que ça va rapporter des résultats qui te serviront pendant plusieurs années. Donc finalement, bien évidemment, tu vas pas mettre 90 de ton budget dessus, mais je trouve que ça vaut le coup d'avoir toujours une petite poche qui est dédiée à justement cette partie exploration. Parce que peut-être demain, ce sera le levier de notre acquisition et ça nous donnera une vraie longueur d'avance sur les concurrents. Et on a beaucoup parlé de, bah, des nouvelles boîtes, et des challengers qui amènent des nouveaux usages, nouveaux modes de recherche. Si je repars sur Google qui reste quand même, si on prend le search au sens large, largement leader du secteur aujourd'hui, si on englobe tout. Valentine, c'est quoi ton impression de ce que parce que y a, chez nous, les high overviews là sont pas encore, dispo pour, plein de raisons, légales, de négociations, enfin pour ce que j'en ai vu en tout cas. Qu'est-ce que ça amène concrètement? Parce que tout à l'heure, tu disais, en fait, c'est une sorte de synthèse du top 10. Enfin, je sais plus comment tu l'as tourné, mais c'était plus ou moins ça. Alors, c'est une espèce de tentative de Google, j'ai l'impression, comme ce qu'ils font beaucoup ces derniers temps, quoi. C'est de contrecarrer un peu les potentiels concurrents, leur coupant un peu l'herbe sous le pied. Qu'est-ce que ça amène, selon toi, concrètement, là, cette feature-là, cette fonctionnalité-là? Ça amène beaucoup de SERP sans clic. Merci. Mais Merci voilà, Google. c'est Ouais, c'est juste le premier effet qu'on constate, ouais. voilà, bah, oui, 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 sur du contenu informationnel, oui. Après, Google aussi a son AI mode. Quand on est connecté à Google, ailleurs qu'en France, du coup, il y a le AI overview pour n'importe quelle recherche Google. Donc ça, Mmh. c'est un peu, c'est la manière de Google d'habituer les gens à ces résumés, AI, generated et faire passer l'usage de l'AI et la visualisation de l'AI dans aussi simplement qu'une recherche Google classique. Ça habitue lentement les gens à faire ça. Donc et à côté, il y a l'onglet AI Mode qui là est un copycat de ChatGPT avec une interface, avec pas de lien en dessous, c'est simplement un agrégat. Donc pour du trafic informationnel, c'est avant tout une perte de clics et du coup de sessions. Voilà, pour Google AI Overview. C'est un peu seul mon constat. Mais c'est quoi leur intérêt du coup? Parce que finalement, c'est un peu aller se couper aussi du business potentiel. Enfin, en fait, alors ils pouvaient pas ne rien faire probablement, mais il y a quand même une démarche de se dire, Je sais pas quel est le dessin de Google, par ailleurs, mais pareil, ce que j'ai appris à cette même conférence, bah, avec, Jérémy chez Partout, c'est que Google avait il y avait une manager de chez Google qui était à cette conférence qui disait que Google avait quand même la volonté de préserver les sites internet.
Donc c'est pour ça que peut-être qu'ils switchent pas complètement en full, AI mode et qu'ils gardent encore, des SERP avec des liens bleus, pour préserver, les sites justement. J'en sais rien, c'est ce que j'ai entendu, je connais pas le endgame de Google. On va leur demander. C'est quoi ta vision, Edouard, là-dessus? Parce que moi, ce que ça m'évoque, c'est j'ai l'impression que Google ne pouvait pas ne rien faire parce qu'évidemment, en étant challengé au moins, d'un point de vue marketing en tout cas, dans le storytelling, en fait, ils ne pouvaient pas ne rien faire. Maintenant, je trouve qu'ils ont la position inconfortable du leader qui est obligé de challenger son business model, mais qui veut pas le casser. Moi, ce que vient d'expliquer Valentine, pour moi, en tant qu'utilisateur, je me dis, c'est le cul entre deux chaises, quoi. Si je résume, c'est la technique. Peut-être en anglais, ils disent le cul entre deux chaises. Mais je me dis, ils essayent de garder peut-être l'usage du search classique tout en essayant d'habituer, comme disait Valentine, au conversationnel. C'est quoi ta vision? Est-ce que tu observes un peu c'est quoi, je sais pas, ta prédiction, même peut-être, on peut se lancer Allez, dans des prédictions là-dessus. prédiction, c'est que, déjà Google, on peut leur faire confiance pour un truc, c'est de monétiser, leur trafic et leur, volume. Donc Oui, ça, je pense qu'ils ont une s'il y en a expertise, qui hors auront norme. l'intelligence d'injecter de la pub, je suis sûr qu'ils le feront, si c'est pas les premiers, de façon intelligente, et de façon plus, comment dire? Terre à terre, il y a pour moi un peu un changement de comment je vois, mes priorités, notamment en termes de KPI. Tu évoquais tout à l'heure, Valentine, bah, on peut plus trop regarder les clics et les volumes de recherche, c'est moins intéressant. Bah, il y a un peu ce shift où, allez, on va se vieillir, il y a 10 ans, on parlait, trafic, et volume de recherche, clics. Un bon SEO, il y a 5 ans, commençait quand même pas mal à parler du UX aussi, d'expérience sur site, de conversion. Et ça encore, de plus en plus vrai parce que, la force de ton site, c'est justement de proposer une expérience spécifique. On parle de B2B, bah, tu as un simulateur sur ton site avec de la donnée propriétaire qui t'aide à faire un choix, pour choisir, par exemple, ta forme juridique et t'expliquer pourquoi est-ce que à ton niveau de revenu, bah, vaut mieux choisir une, SASU qu'une URL. Bah, ça, c'est des types d'interactions qui sont intéressants et c'est ça pour moi que le SEO doit amener. Enfin le SEO, la personne qui est responsable de ce trafic organique, en quelque sorte. Et après, on en parlera peut-être plus tard en plus en détail, mais il y a un shift aussi vers on a parlé beaucoup de contenu et moi j'irais jusqu'à l'éditorialisation, de dire bah ok, tu as un type de contenu, un type de tone of voice, enfin de tonalité à utiliser sur ton site pour de la requête informationnelle. Ça, c'est en train de baisser en volume, mais si tu arrives à le faire, c'est intéressant. Surtout si tu arrives à intégrer des médias complexes, de la vidéo, des choses qui sont un peu uniques, y compris sur tes pages de recherche. On a vu aussi Google s'intéresser aux pages qui proposaient des contenus complexes. Et donc je pense qu'il faut continuer à aller dans cette direction. OK, je veux être présent sur Google, mais il faut que je sois aussi présent sur les autres réseaux sociaux avec une approche éditoriale adaptée. Et c'est ça qui demain, je pense, permet que, bah, tu continues aussi à être bien référencé dans les LLM parce que tu as une approche qui est, spécifique, à toi et qui est plus difficile, à répliquer par un concurrent aussi. Et je voulais qu'on se fasse un petit jeu ensemble, si vous voulez qu'on se fasse un petit jeu ensemble. Je veux bien qu'on se lance un peu là comme ça dans de la prospective. Alors on a parlé de monétisation de trafic, oui ça je pense que c'est un pari pas trop risqué de dire que dès que Google verra une ouverture de porte, ils se glisseront dedans, mais ou peut-être pas que d'ailleurs. On va vers quoi là dans le search, je sais pas, à l'échelle 2-3 ans? C'est assez loin, hein, vu les évolutions en l'espace d'une année. Hem, Par exemple, est-ce qu'il y aura encore le SEO classique selon vous? Ou j'en sais rien, est-ce qu'on sera que dans le conversationnel? C'est quoi votre pari là-dessus? Où sera le Google? Comment il sera placé dans ce secteur-là? C'est quoi vos paris un peu, Alex? C'est quoi ta vision, vu que vous voyez quand même pas mal de Mmh, réalités de terrain? ouais. Bon, bah, moi, je vais commencer avec la phrase de On Bill le Gates, ressortira qui est dans toujours 3 ans, hein. utile. Non, mais je trouve qu'on surestime toujours les changements à court terme, donc d'ici 2 ans, et on les sous-estime à 10 ans. Par rapport à ce qu'on disait sur pourquoi Google s'adapte, pourquoi Google favorise la position zéro, pourquoi Google lance AI Mode, AI Overview, parce que c'est quand même aussi le sens de l'histoire. En fait, l'utilisateur, toi, moi, tout le monde, quand on utilise un moteur de recherche, avant tout, c'est parce qu'on cherche une info. Et donc, ma conviction, c'est que déjà les utilisateurs utiliseront ce qui leur permet d'accéder plus facilement à cette info. Et donc Google aurait pu s'accrocher à ce qui leur permet d'avoir du trafic en, en restant sur leur système classique. Mais je pense que dans ce cas-là, ils se tiraient vraiment une balle dans le pied avec des personnes qui se seraient dit, mais en fait, c'est beaucoup plus simple d'utiliser un ChatGPT, un Perplexity. Donc finalement, bon move de leur part et bonne manière quand même pour un géant
de réussir à se dire, OK, on a le cul entre deux chaises, oui, c'est une manière de le voir, mais c'est aussi, on est les leaders incontestés du search, et demain, on sera peut-être les leaders incontestés de l'IA générative. Parce qu'en fait, finalement, si Google est en train de s'adapter, de mettre en place AI Overview, de mettre en place AI Mode, une personne qui n'utiliserait pas déjà ChatGPT ou Claude et qui est habituée à utiliser Google, je pense à, je sais pas, mes parents, par exemple, n'aurait pas de raison demain de se dire pourquoi aller sur ChatGPT si Google me permet d'avoir exactement la même chose. Et donc Google reste propriétaire de la plateforme, de la donnée. Peut-être que Dominique, effectivement, je saurais que tu as tapé quel est le meilleur plaid pour mon canapé, même si finalement tu n'as pas été voir un site en particulier. Derrière, je fais du display, je vais t'afficher une pub pour un super plaid de Eskimos. Enfin, j'en sais rien. Donc Faites des finalement, en plaids en fait, plus, ça, les mecs font tout. on fait tout, on fait Trop tout, on fort. fait des crêpes, des gaufres, place de Clichy. Non, mais du coup, derrière ça, finalement, le changement d'usage, il est natif et Google est en train de bien s'y adapter. Et donc, je pense qu'à court terme, il va pas y avoir de bouleversement immense, mais en revanche, il y a vraiment ce mouvement de fond de changement de la manière de chercher des utilisateurs. Et donc, ça veut dire tout ce dont on a parlé depuis le début de l'épisode. On va structurer son site différemment, on va commencer à l'optimiser partiellement pour les IA en plus des utilisateurs. On va se rendre compte que oui, le trafic diminue, mais le trafic qualifié va continuer à rester important. Donc, d'ici 3 ans, je pense qu'on va voir de nouveaux usages apparaître. On va avoir des early adopters qui vont dire toujours waouh, ça c'est révolutionnaire. Mais je pense pas que la manière de faire du shopping soit bouleversée du jour au lendemain. Je peux me planter, mais je pense que ce sera toujours les gros changements comme ça au niveau de la masse, quoi, au niveau sociétal, au niveau de la majorité de l'usage, vont prendre plutôt, à mon avis, 5-10 ans pour se mettre en place. Un peu comme le e-commerce en 2000 qui avait une croissance exponentielle, mais il a fallu peut-être 15 ans pour que tout le monde se dise oui, en fait, je peux mettre ma carte bancaire sur un site internet et en fait, c'est pas une arnaque. Ah, moi, je commandais des disques en 2000 sur des sites belges et tout. On pensait même pas à l'arnaque à l'époque, en fait. On se disait pas qu'on pouvait se faire pirater sa carte bleue. Dans 2 secondes, Mais il va nous parler du Minitel et son non, expérience j'ai pas. d'achat. J'ai connu. Bah si, j'ai connu forcément au collège un peu les résultats du brevet sur Minitel. C'était horrible. Valentine, au niveau des paris, parce que je me projetais un peu, je me disais, il y a des secteurs en fait du market aujourd'hui et notamment dans le digital où en fait il y a une logique un peu multiplateforme avec une espèce de géopolitique des acteurs qui s'est un peu organisée. C'est notamment le social media où en fait on a 3, 4 gros acteurs qui se répartissent plus ou moins le secteur. Alors à des échelles peut-être un petit peu différentes, mais assez comparables finalement. Est-ce qu'on pourrait pas aussi aller vers là sur le search, de se dire il y aura Google, il y aura peut-être probablement OpenAI, peut-être trois autres, avec des univers search un peu différents, utilisés pour des raisons différentes. Est-ce que ça Si, pourrait pas être ça aussi? si, si, tu as complètement anticipé ma réponse. Moi, je suis Merde. peut-être un peu moins je suis un peu moins, j'ai peut-être un peu moins de conviction que Alexandre sur l'évolution. Je suis un peu plus, je me prononce moins sur le truc. Par contre, ce qui va augmenter, je pense, c'est effectivement les search sur, multiplateformes, tu vois? Tu vas fragmenter, tu vas avoir des aficionados de ChatGPT, Perplexity, d'autres, tu vois? Arc, j'en sais rien, enfin, il y en a d'autres. Donc ça, fragmentation, des moyens de search et aussi, plateforme aussi, enfin search multimodal. La voix, genre, la voix, c'est un peu sous-coté, mais je pense que ça va passer dans les usages aussi. Hem, donc multiplateforme, multimodal, je sais à la fin, ça va se polariser et puis il y en aura peut-être un qui va dominer le marché, mais pour l'instant, c'est trop tôt et j'ai pas de conviction forte sur, qui comment ça va se dérouler. Hem, mais bon, donc du coup, voilà. Ouais, tu vois aller dans ce sens-là. Avec la possible entrée, j'ai vu ça hier, la possible entrée en bourse d'OpenAI 26, 27. Je pense que s'ils arrivent à faire ça, à mon avis, le marché, là, il va prendre un petit coup derrière la tête. En fait, ce que ça me fait penser, ça me fait penser à un truc dont on n'a pas parlé, Valentine, c'est justement les modèles type Dust que toi, tu as beaucoup pratiqué, avec lesquels tu as pas mal travaillé. Eux, ils font ce pari-là, quoi. Ils font ce pari de dire, en fait, demain, on va se retrouver avec plein de LLM, avec chaque fois des fonctions un peu spécifiques qu'il va falloir mettre en chaîne et essayer d'automatiser, quoi. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce pari-là, eux, de se positionner Bah, comme une eux, sorte oui, de c'est marketplace, quoi. c'est ce qu'ils disent ils appellent ça une plateforme agnostique qui n'est pas liée à un modèle en particulier et du coup, effectivement, selon ton métier, ton usage, tu peux faire appel à tel agent, enfin tel, modèle, pardon et ça, c'est vraiment une force. Mais c'est plutôt
c'est plutôt un usage business, tu vois? Je pense pas que la majorité des gens utilisent, Dust pour, prévoir leur voyage. Enfin, bon, voilà. Mais oui, on peut imaginer aussi une supra-plateforme, qui agrège, des agents, pour des choses plus B2C, tu vois? J'en sais rien. Hem, voilà. Mais Mais Edouard, je c'est quoi trouve toi si ton je peux pari là-dessus? Vas-y Alex, vas-y. non, je voulais juste, compléter, je trouve que c'est Ouais. un vrai challenge pour les marketeurs quand même parce que je suis tout à fait d'accord avec toi Valentine sur ce côté fragmentation, addition des usages, donc tout le monde utilise de plus en plus de plateformes différentes, et donc ça signifie que nous en tant que marketeurs, si on veut faire exister notre marque, donc notre business in fine, on a besoin d'être présent dans de plus en plus d'endroits. Donc ça veut quand même dire de plus en plus aussi que, bah, tu as besoin d'être au four et au moulin et en fait, c'est paradoxal parce que d'un côté, avec cette montée du global search, du fait que tu as envie de te positionner sur toutes les plateformes, sur tous les niveaux, bah, tu vas quand même avoir de plus en plus de boulot pour exécuter et en même temps, comme en face, il y a l'IA et qu'on se dit: «Oui, bah, en fait, maintenant, c'est facile de créer du contenu, de le mettre partout et cetera». Je pense que le vrai challenge pour les marketeurs demain, c'est de se dire, bah, on veut continuer à exister sur auprès de toutes ces audiences qui sont très fragmentées. Comment on fait pour, en tout cas les marketeurs auxquels je parle, comment on fait avec moins de ressources? Parce que c'est aussi cet enjeu, quoi. Et oui, et ça sur la création de contenu, très bon point. Avec, l'avènement de l'IA, même pour la création de contenu, ça tend vers zéro. Enfin, créer du contenu, ça coûte rien maintenant si on veut. Donc tu peux perdre en qualité et du coup, tu peux te retrouver avec justement un espèce d'effet pervers où tu te dis: «Bah, vas-y, ça me coûte rien d'écrire du contenu, je veux être présent sur tous les LM, j'écris à fond» et au final, on rank nulle part parce que le contenu, c'est un peu de la bouillie qui n'est pas proofreadé, Mmh. avec très peu d'expérience produit, pas de réflexion sur qui sont nos clients. Une réflexion qu'on a aussi nous, c'est déjà, est-ce que mon audience utilise les LLM? À quoi ça sert d'aller, sur des LLM si, notre audience est plutôt un peu old school? Elle va utiliser Google en majorité, donc le SGIO n'est peut-être pas une priorité pour toutes les entreprises, ça dépend vraiment de Non. l'audience et peut-être pour, appuyer ce que tu dis Alexandre, peut-être pour cibler, peut-être que je sais pas, il y a des audiences qui sont plus tech, qui utilisent plutôt ce LLM là, donc on va focus sur, ce modèle là. Parce qu'on sait que notre audience y est. Mon point, c'est juste matcher les audiences avec un, son appétence pour les LLM, 2, si c'est le cas, est-ce qu'il y a une prédominance d'un modèle par rapport à l'autre? Voilà. Mmh. Et ça Moi je redevient un canal, parmi d'autres, finalement, quoi. Voilà, tout à fait. Mmh mh. Ouais. moi je veux finir avec le pari d'Edouard quand même, sur ce qui va se passer depuis 2-3 ans dans 2-3 ans, quoi. Moi, tu vois, j'aime pas trop les paris, risqués. Il y a une réalité qui est que Google est hyper présent dans les systèmes d'opération. Tu vois, ma télé derrière moi, en fait, c'est une Android TV, ton frigo et autres. Et je pense qu'il y a demain, la monétisation de ça, ça devient hyper intéressant quand tu vas pouvoir parler à ton Alexa, ou à ta télé. Je crois que c'est Perplexity, où il y a Google et Amazon comme investisseurs, donc il y a un monde où ça peut arriver. Et en fait, tu vas pouvoir continuer un peu ta conversation. Moi, tiens, tu discutais de tel sujet, parce que tu t'intéresses à l'histoire en ce moment et tu as un super agent IA, avec qui tu discutes pour avoir cette information et qui va derrière te recommander un programme à la télé parce que, tu as un super documentaire sur, la Seconde Guerre mondiale. Donc pour moi, c'est un peu dans cette direction que ça va, où, Google peut prendre ce rôle. Déjà parce qu'il a, comme tu disais, quand même une, capacité à collecter des données et à avoir cette, donnée historique depuis maintenant des décennies, assez unique sur le marché. Donc déjà, il a une base de données qui fait que ses réponses vont être potentiellement les plus qualitatives et 2, une capacité à avoir ce positionnement, de d'agent IA vraiment, interactif, et qui est un peu, bah, déjà chez toi, en fait. Donc forcément l'adoption de ça, va être assez facile et je pense qu'on arrive enfin, tu vois, ça fera peut-être plaisir à Luc Julia, qui était, tu sais, c'était un ingénieur français qui avait bossé sur Siri il y a très longtemps et qui était très Ouais. frustré de voir qu'ils n'avaient pas investi sur le sujet. Bah, aujourd'hui, la techno, elle est mature. Les usages, ils semblent aller dans cette direction et comme tu disais, Valentine, on arrive enfin dans une période où, bah, ouais, ça y est, on arrive à, heu le la recherche vocale devient efficace, elle devient pertinente. Il comprend exactement ce que tu dis, même quelqu'un comme moi qui aime bien marmonner et du coup, on arrive sur un modèle où, bah, même si tu parles anglais avec un accent, l'IA te comprend et va pouvoir avoir une discussion avec toi. Donc ça, je pense que Ouais, et c'est c'est ouf. une vraie Alors, évolution d'usage, ouais. ils l'ont pas fait sur Siri, par contre, malheureusement. Mais par contre, oui, moi j'utilise Whisperflow, par exemple, pour bosser, enfin pour faire des notes vocales pas mal, parce que c'est une app qui vraiment est ultra performante. Et c'est vrai que quand je bosse avec Claude, notamment, je bosse beaucoup avec Claude, la moitié de ce que je fais, je le dicte en fait. Et j'avoue que quand je pose des briefs, par exemple, je le fais beaucoup en fait sur le début, quoi. Je brief en fait à l'oral.
Quand je pose un contexte sur un projet, je veux refaire des trucs avec 800 phrases. Je pose avec l'app en vocal. Après, ça m'arrive de répondre un peu en texte quand c'est plus des petites indications pour recadrer, et cetera, et cetera. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que ça peut ouvrir le search à d'autres, je sais pas, j'allais dire En d'autres fait, sens, mais à tu d'autres retrouves pratiques en tout cas. c'est ce vieil usage humain où, tu vois, je pensais au film où tu as Churchill qui est dans son bain et qui dicte à son assistante son discours. En fait, demain, tu peux faire ça en dictant, tu vois, ton prochain post LinkedIn à ton IA. Alors demain, aujourd'hui, je suis sûr que Aujourd'hui tu le même, fais déjà. aujourd'hui. Ouais. Et du coup, pour moi, cet usage assez naturel de t'expliquer à quelqu'un ce que tu as envie de raconter et tu as une petite main qui va te le rédiger bien cadré. Et toi, évidemment, d'ailleurs, tu passes pour relire, enlever les émoticônes un peu bizarres qu'il t'a ajoutés, etc. Et en fait, c'est déjà l'usage un peu que les utilisateurs avancés comme toi et comme vous avez déjà, qui va, je pense, se généraliser. Bon, vous l'avez vu, du coup, c'est un sujet. On en est qu'au début, en fait, finalement. Là, on parle de ça comme si on avait des clés, des réponses, mais on en a certaines et pas toutes. Ce qu'on sait, ce qu'on a vu, en fait, pour moi, il y a 3 points qui sont hyper importants. C'est que, évidemment, le SEO est loin d'être mort. C'est juste qu'il est en train de se transformer. On sait juste pas exactement dans quelle direction il va et quelles seront là où les réalités de demain. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un moment charnière, donc je pense que c'est vraiment le bon moment pour aller, comme disait Valentine, même Alexandre en parlait, de remettre un peu ça en question, de challenger en fait sa stratégie, la place de l'organique dans sa stratégie, le targeting qu'on peut avoir, à qui on s'adresse, c'est quoi leurs usages, de quoi ils ont besoin. Et l'autre truc que je retiens, Edouard t'en a pas mal parlé, et je pense que ça c'est un truc important, c'est vraiment les LLM pour moi viennent appuyer la nécessité des marques d'avoir encore plus d'autorité réelle. C'est fini en fait le keyword stuffing, le volume en fait paradoxalement est peut-être presque quelque chose qui est, j'allais dire inutile mais pas loin. C'est l'expertise, c'est de la donnée propriétaire, c'est du thought leadership. En fait, c'est tous les sujets de marketing qualitatif. En fait, finalement, que ça remet un petit peu au centre du jeu. On espère en tout cas pendant suffisamment longtemps. Merci tous les trois. Merci Edouard, Valentine, Alexandre. Merci. 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 Merci d'avoir été là. Franchement, j'ai kiffé. Je pense que c'est un épisode qu'on pourra refaire là dans quelques mois, voir un peu ce qui se trame, ce qui a évolué. Je pense qu'en tout cas, de toute façon, on sera amené à en reparler en 2026, en 2027, en 2028. Enfin, bon, tant qu'on sera là, quoi. C'était Futur Proche, le podcast. Vous l'avez bien compris, le message est clair. Hein. Si vous attendez que la poussière retombe pour bouger, bah, vous allez prendre un petit peu de retard et vous allez vous retrouver vous-même enterré sous la poussière. Le Futur Proche, c'est maintenant. Le nouveau SEO aussi. N'hésitez pas, Futur Proche le podcast, il est partout, en audio, en vidéo. Et n'oubliez pas, le futur proche, il est là autour de vous. À bientôt.